dans cette vidéo, on continue avec les grandeurs de base associées à la maintenabilité. Donc la première grandeur, c'est le taux de réparation. C'est un indicateur de performance associé au système. Le taux de réparation qu'on note mu de t correspond à la probabilité pour que le dispositif soit réparé entre les instants t et t plus dt, sachant qu'il n'était pas réparé auparavant, c'est-à-dire sur l'intervalle 0t, est égal à la dérivée de la fonction de maintenabilité par rapport au temps, divisé par 1 moins la fonction de maintenabilité. On a aussi l'intensité de réparation, G de t. Ce paramètre, c'est la dérivée, de la fonction de maintenabilité, le modèle statistique, qui peut être exponentiel, qui peut être virgule, qui peut être géométrique, ainsi de suite, par rapport au temps. Mais le paramètre le plus important pour la maintenabilité, c'est le MTTR, qui correspond à la moyenne des temps de réparation d'une entité, la durée moyenne de réparation. C'est le rapport entre la somme des temps de réparation sur le nombre de réparations. Si on prend un exemple de MTTR, donc sachant que le nu, s'il est constant, cet MTTR, c'est l'inverse de nu. Nu, c'est le taux de réparation. Et cette relation est valable uniquement si nu est constant. Si on prend un exemple pour calculer un MTTR, on a une pompe industrielle fonctionnant pendant 10 000 heures avec cette panne. Les durées respectives, c'est panne, bien sûr panne plus réparation, c'est-à-dire la pompe ne fonctionne pas, parce que la réparation, dans la panne, la réparation est incluse. Le temps de l'immobilisation du système. Donc si la somme de ces pannes est égale à 65,5 divisé par cette panne, qui est égale à 9,357 heures. Okay? Donc dans le cas, en moyenne, une réparation, elle dure 9,357 heures. Donc si nu, il est constant, donc il est égal à 1 sur MTTR, 1 sur 9,357 égale à 0,1069. Le quatrième concept de base, c'est la sécurité. La sécurité, bon, restant un terme général, on ne va pas trop s'étaler sur ce point. Il n'y a pas encore de définition ou bien consensus pour une normalisation. La définition de la probabilité associée reste donc dépendante des approches. Il y a plusieurs définitions, donc je ne vais pas vous embrouiller par rapport à ça. Donc la définition générale, c'est l'aptitude d'une entité à éviter de faire apparaître dans des conditions données des événements critiques catastrophiques. En général, la sûreté de fonctionnement, c'est la fiabilité, c'est la disponibilité, c'est la maintenabilité, c'est la sécurité. C'est les 4 concepts, ou bien c'est 3 plus 1, qui sont les concepts de base de la sûreté de fonctionnement. Maintenant, à partir de maintenant, jusqu'à maintenant, le système, il est vu comme étant un bloc noir. Le système, il est vu comme étant un bloc fermé. s'est familiarisé avec les outils pour analyser sa fiabilité, sa disponibilité, sa maintenabilité, ainsi de suite. Maintenant, on va décortiquer le fonctionnement interne pour cerner ce qu'on appelle le goulot d'étranglement, la partie la plus fragile du système, la partie qui tire vers le bas les performances en lien avec la fiabilité. Pour cela, on passe aux étapes d'analyse. Donc, l'analyse des dysfonctionnements des systèmes. Le but, c'est d'identifier les conditions qui peuvent conduire à des défaillances et à prévoir leurs conséquences sur le bon fonctionnement, sur la fiabilité, la disponibilité des systèmes en cours de conception ou déjà opérationnels. Si on est en conception, le système n'existe pas, c'est à nous de concevoir. Donc on doit prévoir ces interruptions de service, on doit prévoir ces dysfonctionnements. Si le système existe, c'est l'amélioration. À partir des données terrain, à partir des retours d'expérience, on envisage des actions correctives, pour améliorer la fiabilité globale. Donc, pour cette analyse, on a besoin de la description du système réel, structure physique et fonctionnelle. C'est-à-dire, on doit se familiariser avec le fonctionnement du système, le fonctionnement interne de ses composants. Les caractéristiques des composants, on doit se familiariser avec le côté technologique et technique du composant. La relation du système avec son environnement, c'est-à-dire l'évolution du système dans un milieu chaud et dans un milieu humide.
on a aussi la prise en compte des erreurs humaines en phase d'exploitation. Donc pour cela, pour cette analyse de la sûreté de fonctionnement, on distingue 4 étapes pour l'analyse de la sûreté de fonctionnement. Analyse fonctionnelle, analyse qualitative, analyse quantitative et synthèse et conclusion. Okay? Donc on a 4 étapes pour faire une analyse de sûreté de fonctionnement pour tout système. Avant de faire une analyse de sûreté de fonctionnement, il faut respecter ces étapes. La première, c'est l'analyse fonctionnelle. Le but, c'est si on est dans la conception, c'est de définir le système à étudier ses limites, c'est de comprendre le système, si on est dans l'amélioration, si le système il existe, si on souhaite l'améliorer, il faut comprendre son fonctionnement, définir les objectifs de l'étude. Pour nous, l'objectif, c'est une étude sur ce fonctionnement, regrouper les informations utiles et constituer le groupe de travail. Donc la méthode qu'on va utiliser dans la première phase, analyse fonctionnelle, c'est soit familiariser avec le système, c'est la méthode FAST. Le but, c'est de traduire chacune des fonctions de service en fonctions techniques plus matérielles en solutions constructives. Le but, si on est dans la conception, c'est de définir le matériel qui assure la fonction de service, la fonction principale, le souhait d'utilisation. Si on est dans l'amélioration, c'est de comprendre le rôle de chaque composant. On doit décortiquer le fonctionnement du système pour comprendre le rôle de chaque bloc. C'est un diagramme, c'est des niveaux. Ça peut se lire de gauche à droite et de droite vers la gauche. Si on est dans la conception, ça se lit de gauche vers la droite, c'est-à-dire partir de la fonction principale pour déterminer la solution constructive, c'est-à-dire la solution matérielle, en passant par les fonctions techniques. Si on est dans l'amélioration, on passe de la droite vers la gauche, à partir du composant vers on doit comprendre le rôle de chaque composant, Donc, on a une lecture, comme je l'ai dit, de droite vers la gauche, c'est le pourquoi. De gauche vers la droite, c'est le comment. Du haut vers le bas, c'est le quand. Du bas vers le haut. Du bas vers le haut, c'est le quand. Du haut vers le bas, aussi, c'est le quand. On prend un exemple. On souhaite analyser un système qui assure le nettoyage dans le local. Si on est dans la conception, on commence de gauche vers la droite. C'est nettoyer un local. Revient à enlever la poussière. Mais comment enlever la poussière? Si on suit bien cette lecture, comment enlever la poussière? En aspirant la poussière. Mais comment aspirer la poussière? En créant un filtre, un flux d'air. Mais comment créer un flux d'air? En utilisant une turbine. Mais si on est dans l'amélioration, la lecture de la droite vers la gauche, c'est le pourquoi. Pourquoi utiliser un filtre? C'est pour filtrer l'air. Mais pourquoi filtrer l'air? C'est pour séparer la poussière de l'air. Pourquoi séparer la poussière de l'air? Pour enlever la poussière. Pourquoi enlever la poussière? Pour nettoyer un local. Ok? Donc là, pour nettoyer un local, on a besoin d'une turbine, d'un filtre, d'un sac jetable. Donc on a compris les composants internes de ce système de cet aspirateur qui assure qui assure la fonction de service, nettoyer un local. Voilà, vous aurez un exercice pour illustrer tout ça avec des exemples. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite du cours. Merci à vous.